Bonjour, bienvenue ce vendredi après-midi. Heureux de vous retrouver pour parler du digital et du numérique avec un autre invité. Aujourd'hui, une personnalité pas moins connue du grand public du secteur des télécoms, du digital et du numérique, parce qu'il s'agit de ce même secteur qui, en tout cas, cristallise les attentions depuis l'arrivée de Starlink sur le marché, mais également les attaques répétitives des hackers qui, en tout cas, commencent à faire le tollé partout dans le monde, surtout au Sénégal. Pour discuter de tous ces sujets, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Gérard Dacosta, de son vrai nom, Gérard Joseph Francisco Dacosta. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver sur ce plateau pour échanger autour de ces sujets que je viens de rémunérer. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir pour moi. Alors, pour échanger autour de cette table, on a essayé quand même de concocter un sujet global. Il s'agit de la thématique cyberattaque au pluriel et arrivée de Starlink, analyse et enjeux. Pour discuter de ces questions, Gérard, la cyberattaque, on va commencer par cette première partie. Notre pays a fait face récemment à des attaques répétitives. La plus récente plutôt, c'est en début de 2026. La direction de l'automatisation des fichiers a été la cible des hackers. Quelle est votre lecture? Bon, merci beaucoup pour la question. C'est une question très légitime. Donc, il faut savoir que le Sénégal, les attaques ne sont pas aujourd'hui quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau dans tout ceci, c'est que maintenant les Sénégalais s'intéressent plus à l'écosystème. Oui. Donc le Sénégal déjà depuis fort longtemps a vécu des attaques. Donc moi sur mon livre blanc j'ai pris des attaques depuis 2018 jusqu'à 2025. Mais il faut savoir qu'au-delà même de 2018-2012, on a eu des attaques, surtout qui visent les infrastructures critiques. Donc par rapport à cela aussi, il faut savoir que maintenant le Sénégal occupe aujourd'hui une place importante sur l'échiquier mondial. Oui. Donc comment? Parce que le Sénégal est connu maintenant à travers le sport, oui. Le Sénégal est connu à travers les champions d'Afrique en football, oui. Ouais, les phénomènes sociaux, oui. Politiques, oui. Et aussi le Sénégal est connu par rapport maintenant au pétrole, oui, et au gaz, et donc on devient un pays à enjeu. Donc si on devient un pays à enjeu, on s'intéresse, beaucoup de personnes s'intéressent. On cristallise les attentions, comme on le dit. C'est ça. Alors cette question-là, c'est peut-être en réalité ce qui explique la cible que notre pays est souvent prise par les hackers, les logiciels. C'est ça, parce qu'aujourd'hui on est un pays à enjeu, comme je l'ai dit. Donc comme je l'ai dit, au niveau mondial maintenant, les gens savent si Sénégal, on entend parler de Sénégal. Et donc, sur cet écosystème-là, il y a des gens qui sont de bonne foi, comme les investisseurs qui viendront investir, aider le pays à avancer. Oui. De la même manière aussi, on aura des gens qui sont mal intentionnés, oui. Qui viendront aussi pour voir comment nuire au pays. Et donc, ils vont nuire physiquement. C'est pourquoi on a l'armée nationale qui va défendre le territoire. Oui. Et il y aura aussi des gens qui vont nuire numériquement. Donc il faut qu'on ait aussi un dispositif qui va permettre de pouvoir réellement défendre le cyberespace du Sénégal. Comment vous voulez nommer? Sur mon livre, j'ai écrit en proposant la solution de mettre une 5e armée. Donc on a une armée qui gère les frontières navales, donc ça veut dire que la mer, c'est la marine nationale. Bien sûr. On a l'armée de terre, donc l'armée nationale qui gère vraiment toute cette partie frontière et tout. On a aussi l'armée de l'air. On a aussi la gendarmerie nationale qui gère le territoire. Et la 5e armée, c'est l'armée numérique normalement, qui va gérer les frontières, cybersécurité. Donc parce qu'il faut savoir que la cybersécurité, dans notre cyberespace, c'est un monde virtuel. Mais tout ce qui se passe dans la vraie vie, presque ça se passe là-bas. Donc il faut qu'on ait vraiment des dispositifs qui permettent de pouvoir lutter contre toute infraction numérique. Oui, c'est la question de comment y faire face. Si on sait que ces attaques-là commencent à être récurrentes, mais se préparer, parce que déjà les gens sont là-dessus. Vous, en tant qu'élément du secteur, en tant que professionnel du secteur, vous savez que ce n'est jamais suffisant, c'est un vaste chantier à long terme. Mais comment nous pouvons nous faire face pour ces dernières attaques, surtout qui concernent des données à caractère personnel et données massives? On parle de 18 millions de Sénégalais, de leurs fichiers.
Merci beaucoup. Donc, déjà, je tiens à préciser, à dire que la sécurité à 100% n'existe pas. Et ce qui existe, c'est la capacité à être résilient face à une attaque. Maintenant, lors de mon livre blanc, j'ai écrit plusieurs solutions. Sur ces solutions-là, j'ai dit la mise en place d'une haute autorité de cybersécurité. Donc, on a la DCIC qui le fait, mais c'est une direction. Donc, aujourd'hui, elle doit se transformer et devenir une haute autorité de cybersécurité. Donc, à travers cela, si elle devient une haute autorité de cybersécurité, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va lui permettre de pouvoir avoir des prises de décision, comme l'ARTP, comment elle le fait. Elle va avoir son propre budget de fonctionnement et aussi des missions bien spécifiques qui vont lui permettre de ne pas trop attendre certaines validations pour pouvoir mener ses missions à bien. Donc l'autre enjeu aussi, c'est que la CDP devienne une haute autorité de protection des données personnelles. De telle sorte qu'eux aussi, ils auront leur propre budget de fonctionnement et leur propre mission, de telle sorte qu'ils ne pourront pas attendre certaines validations ou être sous tutelle de tel pour pouvoir avancer. Donc ça va leur permettre de gérer tout ce qui est protection de données. De telle sorte qu'aujourd'hui, si même un ministère ou une direction manipule des données à caractère personnel et se trompe sur ces manipulations-là, CDP pourra taper fort sans même attendre l'aval de qui que ce soit. Donc l'autre chose aussi, c'est la mise en place d'une culture cyber. Et cela, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale. Cette école-là peut aider beaucoup par rapport à cela, en chapeautant beaucoup de choses. Donc cette école aussi doit être autonome. Elle doit avoir vraiment plus de moyens pour pouvoir vraiment gérer ses missions. On a aussi une partie où on doit réviser nos lois. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le Sénégal n'a pas une loi sur la cybersécurité. On a une loi sur la cybercriminalité et la protection des données personnelles. Et même cette loi-là date de 2008. On a essayé de le réviser, mais jusqu'à présent, il n'y a rien du tout. Ça veut dire qu'imagine de 2008 à maintenant, il y a ce qu'on appelle maintenant les technologies émergentes qui sont venues, telles que l'intelligence artificielle, la blockchain, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait des lois qui prennent en compte ces technologies émergentes et voir en fait aujourd'hui comment on peut lutter par rapport à cela. Donc en plus de cela aussi, il y a beaucoup d'autres actions qu'on peut mener. Il faut savoir que l'écosystème numérique au Sénégal est un peu éparpillé. Chacun fait de son côté. Il faut vraiment aujourd'hui une entité forte qui pourra vraiment dire à tout le monde on fait ceci et tout le monde suit. Est-ce que cela n'est pas la question d'être divisé ou que chacun mène, peut-être le mot divisé est un peu lourd, mais que chacun prenne des initiatives disparates? Est-ce que cela n'est pas aussi une défaillance qui fait que souvent quand on est victime d'attaque, on n'est pas suffisamment assez préparé pour riposter, pour avoir le mot, pour revenir sur le mot résilience? C'est ça, c'est ça. Sur le livre même, quand j'ai fait l'état des lieux, d'abord j'ai fait un état des lieux de la cybersécurité au Sénégal, mais on voit que les acteurs sont divisés. Presque chacun veut faire de son côté, chacun veut briller de son côté, que ça soit même au niveau étatique. On a la DCC qui est là de son côté, il y a le ministère qui est là de son côté, il y a l'ADIE Sénégal numérique qui est là de son côté, il y a les sous-directions, il y a les ministères qui ont aussi leur propre IT, qui gèrent leur propre politique, ainsi de suite. Donc chacun a sa manière de gérer. Mais aujourd'hui, on n'a pas une uniformisation aujourd'hui de ce qu'on veut faire sur la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, il faut une haute autorité qui va gérer la cybersécurité et qui va mettre en place ce qu'on appelle une PCC nationale. On avait déjà une PCC nationale, mais actuellement, il faut savoir que la stratégie nationale de cybersécurité est dépassée maintenant parce qu'elle avait un temps bien déterminé. Et je pense qu'il y a 2 ans ou 1 an, maintenant la stratégie n'est plus valable. Donc il faut qu'on revoie notre stratégie nationale de cybersécurité. Mais avant ça, il faut une loi sur la cybersécurité. Donc après cela, il y a une entité que le président peut-être va nommer et va dire par exemple cette entité est supérieure à tout. Donc cette entité pourra vraiment dire et tout le monde doit faire ce que cette entité dit de faire. Et maintenant, donc du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y aura une notification ou autre chose, tous les gens sont tenus de le faire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, chacun a sa propre mission, chacun a sa propre politique. Et cela fragilise en fait. Quand on est unis, on devient beaucoup plus fort. Mais quand on est séparés, il y a toujours des risques d'infiltration. Maintenant, on va revenir sur la façon, le mode opérandis de ces hackers. Comment procèdent-ils? Parce que techniquement, j'ai l'impression qu'ils sont organisés pour attaquer les États ou attaquer les privés, les infrastructures. Oui, vous savez, aujourd'hui, si on devait l'expliquer d'une manière très simple pour que les gens comprennent, avant on parlait de ransomware. Donc, à quoi consiste le ransomware? C'est voler vos données, les crypter et vous dire par exemple payer. Sinon on vous rend pas vos données. Ils sont dans le chantage. Voilà, c'est du kidnapping mais en ligne.
Mais avant, ce kidnapping, comment il le faisait? Il le faisait en interne. Par exemple, vos serveurs sont attaqués, mais les données ne partaient pas. Et puis, il vous demandait de payer. Maintenant, il y a eu de l'évolution. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui est venue. Donc, tout ce que je disais, les technologies émergentes, ça a permis d'automatiser. Maintenant, on parle de ransomware plus exfiltration de données. Parce que maintenant, quand ils vont essayer de passer par rapport à un utilisateur ou quelque part, ou à une faille de système, ils vont essayer de pouvoir vraiment infiltrer votre système. Et comment se passe une attaque ransomware? Il va scanner d'abord tous les fichiers de votre système, puis les crypter. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, il va scanner, mais il va les transférer en même temps. Donc par lot, jusqu'à ils ont ce qu'ils veulent, et après ils vont chiffrer vos fichiers, ils vont vous demander de payer. Avant, il y avait des IT, comme je le dis au Sénégal, on a de bons IT, qui avaient des sauvegardes. Et donc on disait, bon, on nettoie le système, on remet en place. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont dit que maintenant on va voler les données et les mettre dans un autre serveur. De telle sorte que si les gens ne veulent pas payer, on va montrer ces données-là ou les vendre au marché noir. C'est le dark web. Et donc ça les permet d'avoir beaucoup plus d'argent. Il faut savoir que le ransomware, ce n'est pas seulement le Sénégal que ça touche. En 2024, février, il y avait une opération Chronos qui avait réuni beaucoup d'agences de renseignement à travers le monde. Il y avait FBI, Mossad, etc. Donc, même en Chine, beaucoup d'agences ont participé, Canada, etc. Et c'était pour lutter contre les ransomware. Donc il y avait un groupe qui s'appelle Lockbit et ils ont lutté contre ça. Ils ont saisi plus de 200 000 serveurs qui faisaient du ransomware. Donc pour vous dire que le ransomware est devenu une menace en fait. C'est pas que pour le Sénégal, mais pour le monde. Une menace mondiale. Donc ça veut dire que si c'est une menace mondiale, nous le Sénégal, on peut être que victime. Des pays sensibles, des pays un peu vulnérables. Il faut qu'on soit résilient. C'est ça ce mot-là. Oui, vous utilisez trop le mot résilient souvent dans votre analyse. En tant qu'aujourd'hui, sécurité des infrastructures critiques, la question que j'aimerais vous poser exactement est que les infrastructures critiques publiques ou privées sont au Sénégal assez protégées ou non? Bon, il faut savoir c'est quoi infrastructure critique. Quand on dit, c'est le mot qui vient d'abord d'un OIV, donc d'un opérateur d'intérêt vitaux. Et donc là au Sénégal, il n'y a pas une loi vraiment qui identifie les OIV, mais il y a des entités comme la D6 qui est en train de mettre une liste pour identifier c'est quoi une OIV. Maintenant ces OIV là, si on peut le définir, c'est des organismes qui, quand on les attaque, peuvent nuire à l'intérêt d'un État, que ce soit dans le privé comme dans le public. Donc après eux, à leur sein, les infrastructures qu'ils ont sont appelées des infrastructures critiques. Maintenant, c'est des infrastructures critiques, donc dès qu'on a ce nom-là, il faut les protéger. Maintenant, ce qui reste, c'est qu'ils sont protégés, mais il reste beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal ne dispose pas d'un socle national qui va lui permettre de pouvoir vérifier l'ensemble de toutes ces infrastructures et savoir si on est attaqué ou pas, savoir comment mettre des contre-mesures, ainsi de suite. Donc, on ne fait pas partie du CERT africain, donc il faut savoir que même la Gambie fait partie du CERT africain. Donc tout ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on doit rattraper. Et heureusement, le nouveau directeur de la direction du chiffre et de la sécurité des systèmes d'information est en train de faire un travail remarquable. Mais ça reste. Donc c'est pas rapide, il reste beaucoup de choses à faire. Et donc l'État doit lui donner beaucoup de moyens pour pouvoir réussir. Parce que ces enjeux-là sont des enjeux nationaux. Et il faut être rapide par rapport à ces questions-là. Et ces questions-là, aujourd'hui, la cybersécurité, il faut savoir que c'est une question de budget, d'investissement, que ça soit financier et humain. Et aujourd'hui, sur la partie humaine, le Sénégal dispose de beaucoup de bons d'IT. Vous parlez d'investissement et question beaucoup de finances. Quel est le coût de l'impact économique de ces attaques-là? En tout cas, je vais donner une phrase qui va faire rire. Le coût est toujours multiplié par 6 quand on est victime d'une cyberattaque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si aujourd'hui un de vos IT fait l'état des lieux et dit par exemple on doit dépenser 10 millions pour pouvoir mettre en place une cybersécurité durant l'année, si vous refusez, vous allez dépenser 30 millions ou 50 millions après. Donc ça, c'est des choses à comprendre. Donc c'est pourquoi toujours il faut savoir que le coût de perte est toujours énorme si on n'investit pas dans la cybersécurité. Dans la cybersécurité. Quand on ne fait pas plus de la prévention avant d'être attaqué. C'est ça. Et si on est attaqué, on paye plus pour se rattraper. C'est ça. Et on dit de nos jours, il ne suffit plus de se poser la question si on est attaqué ou pas.
Mais c'est de se demander s'ils ne sont pas déjà dans le système. Dans le système. Alors, c'est ce qui me permet aujourd'hui de clore cette première partie d'entretien avec notre invité Joseph Francisco Dacosta. Il est ingénieur en cybersécurité MSCSI, sécurité des infrastructures critiques, IT, trainer, consultant, auteur du livre blanc sur la cybersécurité et la souveraineté numérique au Sénégal. La deuxième partie, c'est l'arrivée de Starlink au Sénégal. Votre première impression quand l'arrivée de ce géant, de l'autre qu'on ne peut plus appeler, comme on l'appelle en simple, monsieur Elon Musk. Qu'est-ce que cela vous a fait? Bon, j'occupe 2 casquettes en tant que, comme je le dis, geek, c'est les fureurs de technologie. Je suis content parce que dès que je vois une nouvelle qui vient sur la partie technologie, je suis excité. Voilà. Mais de l'autre partie ici, en tant que professionnel de la cybersécurité, aussi patriote, je me dis aussi la question de souveraineté, la question de protection de nos données et tout. Mais aujourd'hui aussi, on peut l'utiliser, mais tout en protégeant nos données. Parce que la souveraineté numérique, je l'ai même mentionné dans mon livre, ce n'est pas question de rejeter toutes les autres technologies. On peut utiliser les technologies, mais on doit maîtriser ces technologies et contrôler comment sont interprétées et manipulées nos données. C'est ça la souveraineté numérique. Alors vous parlez de souveraineté et de sécurité à la fois. Avec Starlink, on est suffisamment protégé, vous êtes sûr? Ce n'est pas seulement avec Starlink. Je pense que Starlink, au moins son arrivée, je peux dire que son arrivée est propice parce qu'aujourd'hui, ça permet même de lancer encore ce débat sur la souveraineté numérique, la protection. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Starlink, c'est un fournisseur d'accès Internet, mais ce n'est pas le seul qu'on a aujourd'hui au Sénégal. Est-ce que ce qu'on a là, c'est des entreprises Made in Sénégal? Vous avez vu? Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, cette question-là devrait être posée depuis bien longtemps. Donc, aujourd'hui, l'arrivée de Starlink, aujourd'hui, va relancer ce débat-là et savoir que, aujourd'hui, que l'État doit mettre en place son propre fournisseur d'accès, que pour l'État, son propre intranet, et que je pense que Sénégal numérique peut gérer. Parce qu'avant, je pense, au temps de ADE, il y avait des puces qu'on mettait sur les téléphones de chaque fonctionnaire qui permettaient de faire des échanges. Et il y avait un réseau maillé à l'intérieur. Donc, je ne sais pas pourquoi le projet a été abandonné, mais c'est un projet qui devrait renaître. Et aussi mettre en place une infrastructure de telle sorte qu'aujourd'hui, dans tous les ministères, dans toutes les directions, dans tout l'environnement gouvernemental ou proche du palais, on va enlever toutes les lignes, que ce soit Orange, Yas ou autre, et se connecter que sur les lignes que ce soit les lignes de Sénégal numérique ou la Sénélec. La Sénélec a aussi du fibre, donc elle peut servir de backup par rapport à cela. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut faire sur la partie souveraineté et protection. Et à défaut aussi, on ne peut pas vraiment le faire. On doit impérativement chiffrer nos données de telle sorte qu'aujourd'hui, si ces données-là doivent sortir, automatiquement elles doivent être chiffrées et cryptées. Son arrivée va-t-il renforcer exactement la souveraineté numérique du Sénégal? Bon, je ne vais pas dire que son arrivée va renforcer la souveraineté numérique, mais son arrivée va permettre d'accélérer la transformation digitale que le New Deal Technologie veut mettre en place parce qu'aujourd'hui, elle pourra se déployer sur toutes les régions. Et encore, je reviens sur la place de Sénégal numérique. À travers les espaces Sénégal Service, on peut mettre là-bas en fait les antennes et ça va permettre de créer tout un réseau où les gens pourront venir se connecter, gérer certaines choses. On parlait d'identité numérique. Oui, l'identité numérique. J'ai écrit un lien, j'ai écrit un article par rapport à cela. Et sur cet article-là, en fait, j'expliquais en fait aujourd'hui l'identité numérique. Par exemple, il y a certaines zones, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas avoir des smartphones. Et par exemple, ils ne pourront pas valider leur biométrie, ils ne pourront pas faire beaucoup de choses. Et j'avais dit que Sénégal numérique, à travers ces espaces Sénégal Service, on peut mettre un écran avec une fonctionnalité où on peut venir se convaincre. Et une personne qui veut vraiment vérifier tout ce qui est biométrie ou que son identité numérique veut faire des choses, peut venir là-bas et gérer. Et je pense avec Starlink qui va venir faire une bonne connexion et tout, les gens pourront pas forcément utiliser leur appareil s'ils n'ont pas de connexion, mais aller dans ces espaces-là et gérer tout ce qu'ils veulent. Donc ça veut dire que la place de Sénégal numérique peut être un atout essentiel pour ce projet-là. Et en plus, ils font partie directement de l'État et gèrent beaucoup de projets digitaux. Je pense que c'est un atout. Son arrivée toujours, on va l'évoquer, on ne le dira jamais assez, est une menace pour les téléopérateurs ou les opérateurs de télécom traditionnels qui sont déjà sur place? Non, je ne vais pas dire que c'est une menace. On va faire une analyse simple.
Aujourd'hui, on parle de fracture numérique au niveau des régions. Pourquoi? Depuis quand ces opérateurs étaient ici? Moi, je pense que depuis Alizé, plus Alizé, depuis combien d'années ils sont ici? Et ils n'ont jamais pu couvrir cette fracture numérique-là. Donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui vient et qui est capable de le faire. Pendant des années, vous n'avez pas pu le faire, donc ça veut dire que ce n'est pas une menace. Ils n'ont même pas peut-être résolu entre guillemets, la qualité du réseau. C'est ça. À titre. À part Dakar, et même dans certaines zones de Dakar, on ne peut pas avoir la fibre. Parce que la fibre, aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut creuser, il faut tirer les fils, il faut brancher, ainsi de suite. Donc c'est très lent en fait. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Starlink, vous avez votre parabole, vous branchez, vous avez une connexion au débit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens peuvent rêver à avoir une connexion au débit. Et donc ça veut dire que sur toutes les autres zones, qui sont dans la périphérie de Dakar et aussi dans les régions, ils peuvent maintenant dire qu'ils peuvent avoir Starlink. Mais attention, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, le coût du matériel minimum avec les salaires peut dépasser plus de 300 000. Donc ça veut dire que c'est une cible bien déterminée et ça ne veut pas dire que c'est seulement pour le Sénégalais lambda. Donc toutes ces analyses-là montrent qu'eux, ils peuvent avoir toujours leur clientèle dans la majorité, mais il y aura des gens qui partiront, qui vont avoir aussi le coût d'investissement. Et il y aura aussi d'autres Sénégalais qui vont épargner et peut-être d'ici quelques mois, ils pourront avoir aussi Starlink parce que c'est seulement le coût du matériel qui est cher. Mais après l'abonnement, c'est entre 22 000 30 000, donc c'est quelque chose d'abordable. Mais c'est comment obtenir le matériel. Donc et s'il s'aligne au standard de la société au niveau de vie des Sénégalais, peut-être qu'il va bouleverser tout le marché. Oui, mais ce sera peut-être une perte pour lui parce que les matériels là, il faut une parabole, il faut mettre c'est des équipements en fait. Et ça, il le commande quelque part, il y a une usine qui va monter, qui va le mettre en place. Maintenant, lui, il voit en qualité prix, en qualité rendement. Donc voilà, c'est ça. Donc il faut aussi, il a investi sur du matériel, vous avez vu. Donc c'est pourquoi en fait aujourd'hui, voilà. Donc à part ça aussi, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'autres opérateurs qui commencent aussi à revendre. Donc ils vont installer, ils vont mettre des dispositifs qui vont permettre de pouvoir maintenant installer des routeurs un peu partout à travers leurs clients et pouvoir donner de la connexion. Donc ça veut dire que ça va créer vraiment de l'opportunité aussi. De l'opportunité. Pour des jeunes qui veulent se lancer aussi, c'est un message fort que je le dis. C'est de l'opportunité. Réfléchissez sur un projet de mise en place d'un réseau de quartier, voilà, où vous pouvez revendre à travers pas mal d'autres maisons, voisins et tout. Et ça peut être un projet. Voilà. Starlink va-t-il réduire la fracture numérique? Oui, bien sûr, parce que ça va permettre de couvrir les zones qui étaient dites zones à risque, zones rouges, où parfois aujourd'hui, moi je donne mon exemple, j'ai visité pas mal de régions du Sénégal, mais je vous dis, il y a certaines régions, on a un problème de connexion. Et moi, c'est toujours ce problème-là que j'avais en tête. Aujourd'hui même, pour la petite histoire, j'aime pas prendre le bateau parce que parfois je n'ai pas de réseau. Et peut-être les bateaux pourront maintenant avoir du réseau, mettre Starlink en haut et permettre à leurs équipes d'avoir. Donc dans certaines zones et autres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui Starlink peut produire. Et aujourd'hui on parle de Starlink, comme si aujourd'hui on parle de réseau satellitaire. Il y a certains même qui disent pollution, risque et tout. On oublie que même le Sénégal a envoyé Guernesat. Et donc on a envoyé un satellite. Et nous aussi on veut demain aussi avoir nos propres satellites. Donc aujourd'hui ça peut même permettre aux Sénégalais, cette recherche et développement, de réfléchir sur comment aussi produire des satellites à basse altitude et créer aussi notre propre réseau comme satellite Sénégal, donc Starlink Sénégal. Donc l'idée c'est ça, mais attention, c'est pas notre technologie aussi, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière. Donc ça veut dire qu'il y a toujours ce risque de souveraineté numérique. Et moi ce que je dis comme conseil, c'est que tout ce qui est infrastructure critique ne doit pas utiliser Starlink. Ou s'ils doivent utiliser Starlink, il y a un préalable pour le faire. Et ce préalable, c'est de chiffrer les données avec un contrôle. De telle sorte qu'aujourd'hui, dès que le réseau, quelque chose doit sortir ou entrer, on doit savoir qu'est-ce que cela, c'est quoi en fait. Comment identifier et gérer aussi la politique de migration de nos données. La politique de migration de nos données. On va évoquer l'encadrement
juridique de cette question de Starlink. Est-ce que son arrivée doit-il toujours soulever le débat de l'encadrement juridique donc, pour l'Internet satellitaire, parce qu'il s'agit de satellites. Sénégal, vous l'avez dit, vous l'avez brossé, Sénégal a lancé Gaindesat et Starlink vient d'arriver. L'encadrement juridique, qu'est-ce que vous en dites? Oui, il faut, en fait, c'est comme j'ai dit, quand on veut aller vers les technologies émergentes, il faut des lois par rapport à cela. Sinon, aujourd'hui, ça va être l'anarchie, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, lui, il entre sur la partie FAI. Donc, même si c'est par réseau satellitaire, mais c'est toujours un fournisseur d'accès Internet. Et je pense que le ministre a répondu à la question en disant comment ils ont noué des partenariats avec Starlink, comment Starlink est arrivé et tout, mais le reste... je pense que Starlink est une entreprise privée. S'ils veulent dévoiler la nature de leur contrat, ils peuvent le faire. Sinon, ils peuvent gérer comme ils veulent. Je pense comme tous les autres opérateurs. Ce n'est pas tout ce qu'on a écrit sur leur contrat qu'ils ont dévoilé. Ils ont dévoilé que les grandes lignes. Donc aujourd'hui, je pense que Starlink est venu. Ça a permis de lancer beaucoup de débats. Et ces débats-là permettront, je pense, de réguler le secteur numérique, le secteur Internet. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le Sénégal fait partie des pays où Internet est cher. Et je pense qu'avec l'arrivée de tous ces acteurs-là, peut-être d'autres acteurs vont venir, parce que même le ministère l'a dit, ce n'est pas seulement Starlink. Il y a d'autres acteurs qui vont venir. Et donc ça va permettre de bouleverser certains géants qui étaient jusque-là intouchables. Ils vont permettre de pouvoir vraiment revoir leur politique par rapport à Internet. Par rapport à Internet, la toute dernière question qu'on aimerait vous poser, vous êtes de l'écosystème, mais vous avez fait quelques années aussi à Sénégal Numérique. Votre passage vous a marqué. Depuis lors, qu'est-ce que vous avez constaté de l'évolution de cette boîte? Bon, lors de mon passage, je pense j'ai gardé pas mal de souvenirs. Donc, le premier souvenir, c'était que j'avais l'excitation de travailler pour l'agence de l'informatique de l'État. Autant c'était ça. Et j'étais dans le département cybersécurité. Donc, j'ai travaillé, j'ai assisté sur le lancement de Smart Sénégal avec ces projets-là au temps du DG Bahoum. Donc, je trouve que depuis lors, il n'y a pas eu une évolution significative. Mais actuellement, on voit que ça a changé de visage. Il y a certaines choses qui sont en train de changer et tout. Et je pense que voilà, il faut partir sur cette lancée-là. Parce qu'aujourd'hui, Sénégal Numérique occupe une place stratégique. Et j'ai même dit cela. Il faut que Sénégal Numérique relance cette partie-là où gérer l'intranet vraiment. Relance tous les projets de telle sorte qu'aujourd'hui, qu'on diminue beaucoup de logiciels payants qu'on utilise et que Sénégal Numérique, à travers un département recherche et développement, puisse développer des logiciels Made in Sénégal qui vont permettre à l'administration d'utiliser et de réduire cette fracture-là. En tout cas, Sénégal Numérique, c'est comme je le dis, hein, et c'est ça même qui m'avait permis de pouvoir être beaucoup plus patriote. On a une mission. Et cette mission-là, ici, c'est de gérer toute cette partie-là. C'est pourquoi je pense même le président Wade, quand il créait l'agence de l'informatique de l'État, c'était de pouvoir donner une sorte de statut aux informaticiens. Parce qu'aujourd'hui, il avait compris. Je pense que c'est un visionnaire, il avait compris. Et je pense qu'aujourd'hui, Sénégal Numérique doit avoir une posture beaucoup plus affirmée sur le domaine numérique, de telle sorte qu'il pourra aider toute l'administration. Voilà. En tout cas, je garde de bons souvenirs. J'ai des mentors qui sont ici, qui m'ont formé et qui continuent même à me conseiller. Et que je remercie beaucoup par rapport à cela. Ah oui, vous ne pouvez pas dire de nom, vous ne pouvez pas citer de nom parce que vous avez beaucoup d'amis, mais vous avez des gens qui vous ont marqué certainement. Alors, le dernier message en 30 secondes, parce qu'on est au bout de... Oui. Donc, ce que je dirais, c'est que je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagné. Et je remercie aussi le cercle professionnel de la sécurité des systèmes d'information, qui est un cercle qui est là, ouvert pour les Sénégalais. Et tout ce qui est, on réfléchit sur tout ce qui est vraiment opportunité, défis et stratégie. Je suis aussi sur la communauté Route SN et la communauté DAR Haïti. L'idée, c'est de promouvoir le numérique, la cybersécurité. On fait beaucoup d'événements, Octobre Cyber by Route SN, où durant tout le mois, on sensibilise et on appelle l'État vraiment à nous soutenir par rapport à cela et à nous aider parce que la cybersécurité est une affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire seulement de l'État. En tout cas, merci beaucoup pour cette émission. Je pense que ces émissions-là, c'est à faire beaucoup plus et on vous encourage sur cela. Bravo, on est dans le coin. Je prends l'ouvrage
écrit par M. Gérard Joseph Dacosta. Il est ingénieur MCC et donc, comme je vous l'ai dit, IT trainer et consultant. Il est également l'auteur de cet ouvrage Cybersécurité et la souveraineté numérique au Sénégal. Samba Si est en train de zoomer sur cet ouvrage important. Donc, vous pouvez le trouver en ligne et sur plusieurs plateformes. Donc, si vous voulez vous en approprier. Gérard est également disponible dans l'écosystème. Beaucoup le reconnaissent et à travers Seytou TV, si vous nous contactez, on vous mettra les liens dans les commentaires, vous allez les voir pour pouvoir avoir accès à cet ouvrage. C'est l'occasion pour moi de lui remercier de sa disponibilité. Remercier Samba Si qui est derrière ces images et Ibrahima Si. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur Seytou TV avec un autre invité ou une autre invitée. Merci et bonsoir.